Présente-toi. Je m'appelle Fax. Voilà, Première génération. Première génération. Beaucoup de danse de rue et c'était du rêve. Et là, c'est une réalité aujourd'hui. Voilà. D'accord, t'as commencé en quoi, en 81? En 81 dans le hip-hop, oui. 81. Et en fait, c'était à l'époque où il y avait le Bataclan, il y avait Paco Rabanne. On était déjà dans la rue, on dansait déjà, on était dans un autre monde qui était entre le disco et le funk et toutes les autres choses. Et Donc toi, tu dansais déjà à l'époque avant le surf. Et donc on pensait vraiment que ça correspondait plus à ce qu'on avait envie de faire. D'accord. Mais on n'avait aucune information, rien du tout. Est-ce que tu as découvert New York City Rap Tour, toi aussi, tu l'as vu ça ou pas? Moi, j'ai pas eu la chance, que moi je travaillais déjà pas mal et j'étais en études. Donc moi je sortais souvent. On est en 82 là en plus. Ouais. Et donc j'arrivais pas à aller dans toutes les soirées. Et, moi j'étais plus en train de faire des spectacles déjà. Et en 82 déjà tu dansais et tout. Ouais. Il y avait vous, il y avait toi et les Body Poppins. Ouais. Qui étaient connus. Ouais. De mes connaissances à moi. Oui. Je parle pour la rue. Oui, pour la rue. En fait, on faisait beaucoup de spectacles de rue parce qu'en fait, c'était là où on s'entraînait. Il n'y avait pas de salle à l'époque. D'accord. Donc c'était très simple. Si tu avais envie de t'entraîner, tu retrouvais les gens avec qui tu avais des affinités et tu t'entraînais. Et il y avait Montparnasse, Trocadéro, et on finissait aux Champs-Élysées pour s'amuser. Devant Champ-Disque. Devant Champ-Disque, il y avait beaucoup de monde. Et là, les gens s'arrêtaient, les gens regardaient, je mettais de l'argent. C'était déjà des spectacles de rue, mais nous, on était plus concentrés à améliorer notre danse. C'était nos points de rencontre. On faisait nos entraînements au départ, et bon, après, on a fait des spectacles, on faisait des spectacles. Mais c'était surtout les lieux de rencontre, quoi, les points où on se retrouvait tous. D'accord, mais est-ce que quand tu étais à cette époque-là, les gens étaient attirés par une autre forme de danse? Ou est-ce que vous pratiquiez d'autres formes de danse dehors? Ou c'était plutôt le smurf? Il y avait toujours les anciens qui pratiquaient toutes les autres formes de danse, comme le jazz rock, et beaucoup de jazz. En fait, beaucoup de gens étaient dans les sports de combat, dans les mouvements, Avec les Black Panthers, tout ça. Ouais. Donc il y avait beaucoup d'entraînement, et surtout Montparnasse, c'était un point très très chaud puisque c'était très ouvert, il y avait un grand espace. Il y avait des gens qui faisaient du roller, des gens qui jouaient au football américain en roller. Il y avait les danseurs de jazz qui s'entraînaient là à l'extérieur sur roller. Il y avait plein de choses complètement différentes. C'était une époque où tout était en ébullition. Et pas les skins, tu croisais pas les skins, trucs comme ça? Le truc, c'est qu'en fait, nous, on avait monté des mouvements contre les skins. Moi, j'avais pas trop le temps d'aller me battre avec eux, mais il y avait eu des choses qui étaient passées qui étaient horribles. Parce que les skins, c'était pris à des petits enfants de 10 ans. Ils tapaient des petits pour rien et ils les accrochaient à des ponts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois que les gens, ils sont les uns contre les autres, je pense que c'est un petit peu triste parce qu'à l'époque, tout le monde était ensemble contre toutes les choses. C'était la menace. Voilà. Ce qui était vraiment méchant, quoi. Et aujourd'hui, on se regarde les uns les autres, on se menace, mais on a tous grandi ensemble. Moi, j'étais dans toutes les fêtes, les mariages de mes voisins. Mes voisins, je les connais comme si c'était ma famille. Et j'ai des voisins de tous les genres d'origine, du chinois à l'américain. Je vois, tu es dans la diversité. Dans la diversité. Et notre danse, c'est la diversité. Je suis d'accord avec toi. Notre culture, c'est la diversité. Et justement, c'était dans la diversité, on essaie de créer un monde où on serait tous à égalité. Où on serait tous pour montrer aux gens qui étaient adultes que nous, on avait passé le cap. Et toi, quand tu étais plus jeune, c'était plutôt cool? Ou t'étais un espèce de jeune voyou qui hébergeait? Le truc, parce que là, le Fax qu'on voit, le Fax, il est sublime, celui que je connais. Mais celui que je connais pas, il était comment? Je vais juste expliquer tout simplement. Je viens d'une famille très très classique, avec beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir-vivre. Et j'arrive dans une cité où c'était le chaos. Quel quartier? Moi, je suis arrivé carrément au Bois-l'Abbé. Ah oui, bah là... Et là, c'était soit on se faisait respecter, soit on se faisait marcher dessus. Et moi, ça ne me faisait pas peur. Parce que je me sentais quand même assez solide. Mais je me disais, j'avais plein de petits frères et sœurs qui me suivaient. À la fin, on était 12. Donc si je ne mettais pas une réputation, que je ne mettais pas les points sur les i dès le départ, le risque, c'est qu'eux, ils prenaient tout. Ah, c'est sûr. Bois-l'Abbé, c'est tombé. Et donc, ce qui s'est passé, un jour, moi, je voulais pas vraiment rentrer dans cette histoire de réputation, d'être hardcore. Et un jour, mon petit frère qui avait 3 ans s'est retrouvé remaquillé, ils appelaient ça, avec une fille qui était un peu déjantée. Et en fait, elle rentrait dans la maternelle, tous les enfants se sauvaient.
Mon frère, comme lui, était tout relax et il n'a jamais vu de violence. Il avait 3 ans, il était posé en train de jouer dans le bac à sable. Et pour le maquiller, elle a pris un morceau de verre, elle lui a ouvert le dessus de l'œil. Et voilà, donc c'était un jeu. Et donc, comment j'ai appris ça, j'avais peut-être 6 ans, même pas 5 ans, 5 ans et demi, 6 ans. J'étais obligé d'aller mettre les points sur les i avec une fille de 15 ans. Quoi. Donc, je l'ai remise en place. Et à partir de là, tout le monde a vu, waouh, il a remis en place une personne qui était presque adulte. Donc après ça, tous les jours, c'était comme une arène. Plein de gens venaient se mesurer à moi pour se faire une réputation. Ça a commencé tôt, quoi. Ouais, ça a commencé très tôt. De toute façon, le bois labbé, ça t'aide pas non plus. T'es obligé à un moment donné T'es obligé de te faire un peu respecter, parce que c'est difficile là-bas quand même. Ouais, c'était difficile. Je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, c'était très 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 connu. C'était très très violent. Il n'y avait même pas de policiers. Les policiers rentraient pas. Il y avait rien. En fait, à la fin, ils ont placé une gendarmerie à l'extérieur pour pouvoir tout doucement construire un commissariat à l'intérieur. Il y avait des camions de policiers tout le temps autour. Il y avait trop de problèmes. Il y avait vraiment trop de problèmes. D'accord. Donc, juste pour revenir, après, on arrive dans les années 82. Toi, quand le Smurf il arrive, t'es déjà à l'aise avec le Smurf ou ça te saoule? Non, moi je trouvais ça fantastique. Moi, j'ai toujours adoré les trucs nouveaux. C'est-à-dire, à partir du moment où on est arrivé dans les années 90, où il y a eu le New Jack, j'ai décidé de ne pas me rentrer dedans, mais j'adorais. Je suis toujours curieux pour ce qu'il y a de nouveau. Mais je me dis, il faut laisser briller les jeunes qui arrivent pour qu'ils aient au moins la possibilité d'avoir la notoriété et le style qu'ils méritent, parce que eux, ils arrivent dans un nouveau style, ils sont nouveaux, ils sont frais, ils se battent, ils développent et ils deviennent les meilleurs. Mais il faut leur laisser un peu d'espace. Ouais, c'est leur génération, tu veux dire. Voilà, on ne peut pas aller prendre toutes les générations et de leur montrer, ouais, non, mais moi j'ai beaucoup plus de techniques de danse. Parce que toi, 82, t'as 17-18 ans. De 92, en 84, j'ai 19 ans. Donc en 80, ouais, ah ouais. J'ai déjà 17 ans en 82. Donc, t'as une bonne lecture, une bonne compréhension des choses. Exactement. À la hauteur des informations que tu peux obtenir. Oui. Et l'avantage que j'avais, c'est que j'avais aussi beaucoup de techniques de danse d'avant. Ouais. Donc j'avais une lecture, j'avais une connaissance musicale, donc ça m'aidait beaucoup. Et ça m'aidait déjà un danseur, quoi. Ouais, déjà. D'accord, à cette époque-là, c'est l'époque où tu vois germer les PCB, tous les premiers groupes. Qui étaient eux déjà, ils avaient 16 ans, ils avaient 15 ans, ouais. Ils étaient un peu plus jeunes que moi. T'as connu Franck, tout ça? Oui, Franck, et on se voyait toujours, on était sur les champs, sur Montparnasse beaucoup. T'as connu Nico aussi à l'époque? Oui, Nico aussi. Ouais, Nico quand même. Et il y avait plein d'autres danseurs qui ont complètement disparu, comme par exemple Vitar, qui dansait. Je me rappelle de ce nom-là. Ah ouais. Et il y avait beaucoup de gens qui s'étaient mis à l'animation. Il y avait Max Valetudi, il y avait plein de monde. Et lui, c'était plus le ticking. Il y avait Ludovic, un petit blague de 12 ans. Ludo, c'est pas le mec qui c'est parti des Vicious Sharks, des requins vicieux? Non. Je crois qu'après, peut-être, il s'est mis dans les requins vicieux. Mais au départ, ouais, voilà, c'est lui. Ouais. Mais avant, moi, je l'ai connu juste au début. Donc, moi, je connaissais les gens avec souvent l'origine du premier groupe où ils étaient. Donc, pas quand ils avaient grandi. Après, moi, je les gardais dans cette... comme je voyageais beaucoup, je les revoyais, on était comme une famille. Une question, tu te souviens de moi ou pas? Oui, je me rappelle, je suis rentré une fois au Bataclan et je vois un petit... Ouais, Bataclan, exactement. Tout le monde... Et il monte sur scène, il fait un truc de fou. Ouais, tous les grands sont arrivés, ils l'ont pris par les bras, ils l'ont fait sauter. Et c'était Yuval. On était jeunes. À l'époque, ouais, on est très jeunes. Et ce qui nous faisait plaisir, c'était de voir des petits comme ça qui arrivaient avec une nouvelle énergie et une envie d'apprendre et qu'ils arrivent qui commençaient à avoir une très très bonne technique. Pour nous, ça nous donnait encore plus l'envie de se battre parce qu'on se disait, eh ben voilà, ça continue. Il y a une continuation, il y a d'autres qui arrivent. On est les premiers, on a essayé de pousser les murs et des fois on se casse un peu la figure, on part, on fait des spectacles, on ne se voit pas tous très bien. Mais on voyait qu'il y avait une nouvelle génération qui arrivait, Et donc pour nous, à chaque fois qu'on voyait un petit qui arrivait, qui avait fait ses preuves, on se disait, c'est bon, là on peut partager et continuer à faire monter le truc. Et pour nous, c'était fantastique parce que justement, il y avait toutes les couleurs. Il n'y avait pas de... C'est pas parce qu'on était de là ou de quel quartier. Si, avant la danse, quand on se voyait qu'il y avait des quartiers, il y avait des problèmes. Mais grâce à la danse... On était tous les quartiers de Paris, tous les quartiers de l'extérieur, tout le monde se connaissait. Ce qu'on avait fait en preuve en danse,
ça nous ouvrait la porte pour tout le reste. D'accord. Et à un moment donné, toi, parmi toutes les formes de danse, il y en a une où tu es devenu un spécialiste. Bah, tu es la référence française. Disons les choses clairement. Après, je sais pas de par le monde ce qu'il en est, mais moi, c'est toujours toi que j'ai vu. Bah, mais à l'époque, les gens que j'ai vu faire du ralenti, moi à l'époque, j'ai entendu parler de Papson. On en a parlé vite fait hier. Oui. Toi cette personne-là, tu l'as croisé, tu as entendu parler. Tu penses que tu faisais peut-être avant lui. Enfin, vous avez le même âge. En fait, on n'est jamais le premier. On n'est jamais le premier. Papson, il a eu l'idée. Donc, de cette façon, quand on a une idée, on devient le premier. Toi, tu penses que aux États-Unis, ça n'existait pas ça avant? Le premier en France, tu veux dire? Oui, le premier que nous, on ait connu. Ouais, parce que mais moi, je pense que peut-être qu'aux États-Unis, ça a dû exister, puisque quand tu vois Flat Top, ouais. Il l'a. Donc, il doit y avoir eu quelqu'un là-bas qui l'a fait. Donc, c'est pour ça que je dis on n'est jamais le premier. J'aurai jamais le secret tant que je ne m'asseoirai pas avec Papson et je lui demanderai, dis-moi qui t'a vu ou qui t'a... Parce que Papson, c'est 80... Moi, je l'ai connu en 84. Oui. C'est là que j'ai entendu. C'est la première fois que je l'ai vu, c'est 84. Ben, pour moi, je crois que j'ai dû en entendre parler en 83 et on le cherchait. Et à chaque fois qu'il passait quelque part, tout le monde l'avait vu, moi je l'ai raté. Moi, j'étais chez lui à Télégraphe. Ouais, ben moi je l'ai raté tout le temps. Et donc, ça part jour plutôt, je crois. Et donc, ce qui m'est arrivé, c'est que, en fait, à la fin, on commence à s'amuser, moi et les autres, avec Langzam et tous les autres, et on commence à s'amuser. Et puis, on s'est rendu compte que, avec les techniques qu'on avait, en mélangeant, moi je faisais beaucoup de mimes aussi, et en mélangeant ça et en travaillant, il se passait quelque chose de magique. Donc, il nous a donné une idée et on s'est dit, mais pour les autres trucs aux États-Unis, on n'a pas été voir les gens. On a bossé tout seul. Et là, on s'est dit, bon, ben, on démarre. Parce que la génération, parce que j'ai écouté aussi cette interview de Junior Almeida et pas mal d'autres, et il parlait souvent du Bataclan, il y avait des combats de boxe au ralenti, ce genre de choses. Oui, oui, oui. Mais ça, c'était justement quand Papson, il a démarré le truc. Ah, ok, d'accord. Et donc, nous, on a commencé à refaire des combats de boxe, à faire des trucs, des machins. Et moi, j'ai commencé à développer ça. Parce que moi, j'en avais un peu marre, on allait de plus en plus vite, on faisait des saltos, on faisait des trucs. Et moi, je me disais, ouais, mais j'ai envie d'exprimer quelque chose. Je sens qu'avec la beauté des mouvements, on peut aller plus loin que juste impressionner les filles. Voilà, donc je me suis dit, je danse pas pour ça. Je danse pas pour impressionner. J'ai envie. Ouais, t'es un danseur, toi, t'es un passionné. Et donc la musique, elle me dit quelque chose, j'ai envie de dire quelque chose, j'ai envie de raconter aussi mon histoire, j'ai envie de raconter l'histoire de tous ceux que je vois, de tous ceux qui abandonnent, de les faire revivre. Parce que t'as croisé beaucoup de gens. Bon, ouais. T'en as vu beaucoup qui sont partis en prison, dans la drogue, ils sont morts. Enfin, des bonnes et des mauvaises choses. Énormément. Et du départ, c'est-à-dire que dès l'âge de 7 ans, 8 ans, en fait, nous, on utilisait beaucoup la danse pour essayer d'aider tous ceux qu'on voyait qui avaient presque aucune chance. Il y avait des fois des voisins, on voyait les parents les abandonnaient, tout seuls dans l'appartement, sans électricité, sans eau. Et on essayait de les ramener avec nous, de leur donner un peu de technique, d'aller faire 1 ou 2 spectacles. Et on payait la facture d'électricité avec ça. Et on essayait de les faire durer, on essayait de faire durer les voisins, d'aider tous les petits qui étaient seuls, tous ceux qui avaient des problèmes avec leurs parents, avec leurs voisins, qui avaient... Il y a plein de gens qui sont complètement abandonnés, qui sont seuls. Et en fait, il n'y a que la danse et l'amitié. Et justement, pour moi, toute cette idée de hip-hop, c'était le quartier, tout le monde ensemble. Paris, tout le monde ensemble. Tous ceux qui avaient des problèmes, de trouver une sorte de point où, avec la danse, on oublie nos problèmes, mais en même temps, on fait quelque chose de positif. Ouais. D'accord. J'ai bien saisi ta mentalité, mais déjà à l'époque, toi tu dansais au truc à dire. Enfin, toi aussi tu avais une compagnie, vous dansiez dehors sur des choses. Non, moi j'ai évité les compagnies, mais j'avais tellement j'avais 3 ou 4 amis qui étaient vraiment très proches, et chacun d'eux avait un parcours un peu différent. Il y avait Franck qui était avec les PCB, ouais. Donc on voyait presque plus. On le voyait que quand il redébarquait, et c'était la fête à chaque fois. Il y avait un mec qui s'appelait Monsieur Franck Delouis. Ouais. Mais c'est là que tu as connu tous les noms. Tu as connu Joss. Il y avait Leroy. Bah oui, en fait, tous ces amis-là, c'était des gens qui menaient leur compagnie, ou les gens avec. Et toi, c'est un rapport avec Junior? On était comme des frères. Le problème avec Junior, c'est qu'il partait en Italie et il m'a mis dans une équipe et on allait partir et mes parents m'ont pas laissé partir. Oh putain. Je me suis retrouvé coincé, obligé de rester. Et de cette équipe-là, il y en a qui sont repartis de l'Italie en Suède, qui sont partis. Et c'est pour ça que je voyageais sur toute l'Europe. J'allais revoir tous ces gens. On avait une équipe. En Italie, on a peut-être 4-5 danseurs de jazz rock qui ont disparu, qui sont là-bas,
qui sont encore là-bas aujourd'hui. Ils vivent là-bas. Et ils sont partis en 84, 83. Il y a un danseur avec qui j'ai partagé tout pendant des années et des années. On jouait au handball tous les deux ensemble à Champigny. Et c'était Gouloum. Et lui, il a fini chez Vartan. Et après, il a fini dans les compagnies de danse moderne. Et aujourd'hui, il habite à Tours. Et on a toujours des relations. C'est-à-dire on se parle tout le temps, on regarde un peu. 34 ans plus tard. Ouais. 35. Et il danse toujours. Il y a très peu de danseurs modernes qui dansent à 51 ans. Ouais, parce que toi, t'es partagé entre la danse moderne, le jazz, tout ça, et le hip-hop. Exactement. Et tu étais un peu entre les deux. Voilà, tu as grandi avec Fame aussi. Voilà, exactement. Mais je vois à peu près ton parcours. J'ai un petit peu le retranscrit dans ma tête. Très bien. Et à l'époque où... à quel moment les gens ont commencé à parler de toi en termes de référence du ralenti, enfin, tu vois, le patron, le boss, le king. En fait, moi, c'est au moment où moi je suis parti. En fait, moi, j'étais avec les Pop Dream. Et à un moment, quand j'ai C'est un groupe, Pop Dream? Ouais, Pop Dream, c'était avec Langzam. Il y avait Soda Pop. Soda Pop, ouais. En fait, on avait fait une sorte de compagnie. Mais moi, j'étais un intervenant externe. Donc, je venais à chaque fois pour faire des grands spectacles. Et on était en entraînement tous les jours ensemble. Mais à un moment, j'ai senti que moi, j'avais besoin de m'évader. Et comme je voyageais... Et t'as souvent besoin de t'évader. Oui. Moi, je voyageais déjà... À 13-14 ans, j'étais déjà en train de faire des spectacles tout seul sur la Côte d'Azur. Je faisais tout le sud de la France parce que dès qu'il faisait pas beau, je voulais plus rester sur Paris. Et moi, j'avais la possibilité. Je faisais tout seul dans la rue, t'avais ton show et tout. Voilà, tout seul. Et des fois même, je rentrais dans des boîtes où j'avais pas le droit d'entrer parce que j'étais trop petit. Évidemment. Et je demandais, s'il vous plaît, laissez-moi juste faire le concours, je ressors. Je rentrais, je prenais les 200 €, à l'époque c'était 2000 francs. Ouais, ouais. C'est 1500 francs, 2000 francs. Je prenais les deux, et ça faisait mon budget, après je me cassais. Je donnais des cours à l'université d'été. C'était des cours c'était même pas des cours de danse, hein, c'était des animations que je faisais, tu vois. Et je faisais danser tous les gens qui étaient étrangers, qui venaient. J'avais 14-15 ans. J'avais ma chambre à moi à l'université d'été de Lagarde, à Toulon. Pourtant, Toulon, c'était pas la ville où on était bienvenu si on n'était pas du coin. Hein. Bon, bah, moi, je faisais mon truc. J'ai fait un spectacle là-bas. Ils ont aimé. Ils m'ont alloué une chambre. Et c'était comme si je travaillais là-bas. Dès que je débarquais, j'avais mon petit spectacle le soir. Je donnais des animations pour apprendre le français aux étrangers qui étaient à l'université de Lagarde. Et bon, je travaillais partout. J'avais mes connexions, et après j'ai travaillé avec un orchestre qui était dans le sud-ouest, qui était le plus grand orchestre de France, qui était l'orchestre de René Coll. Et donc je tournais, je faisais des chorégraphies. En gros, t'es un débrouillard de fou. Exactement. Mais pour moi, la danse, c'était justement ça. Apprendre à ouvrir des nouvelles portes pour aussi emmener les gens avec qui on avait des affinités, faire des spectacles ailleurs. Là, j'ai retrouvé 2 danseurs qui travaillaient avec Patrick Hernandez. Et on a fait 3 ou 4 ans de tournée chez René. Après, j'ai récupéré un autre danseur de Toulouse. Et là, aujourd'hui, lui, il a fait une carrière dans la danse moderne. Et on commence à revenir et à remettre toutes ces énergies ensemble. Donc, pour moi, c'est... Le hip-hop, il nous a permis de... Je t'écoute, t'inquiète. Il nous a permis d'ouvrir des portes qu'on n'aurait même pas imaginées. Et aujourd'hui, je trouve que le hip-hop, des fois, il est un peu trop... il est trop... Il est trop fermé, il y a trop d'histoire. Il est trop fermé, c'est juste que le hip-hop, et chacun est dans son style. On a oublié la diversité et la pluralité des gens. Des genres, surtout. Et des fois, je suis super heureux de voir que la démo de 2005 que j'ai fait au JD, ouais. Elle a marqué les gens, celle-là. Elle a marqué les gens, mais elle m'a apporté une connexion avec des gens qui avaient presque peur de se mettre au hip-hop parce qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas dans le même truc que tout le monde. Et moi, j'ai vu des gens du monde entier, de Chine, de Corée, qui m'ont dit « c'est la démo qui m'a permis de comprendre que je pouvais être moi-même ». Et pour moi, c'était important. Et pour moi, c'est important que tous les danseurs qui ont une notoriété l'utilisent pour ouvrir les portes. Parce que chacun de nous a un caractère. On a un maillon. Et chacun de nous est un maillon qui amène tous les gens qui sont accrochés au même maillon. Je suis d'accord avec toi. Et des fois, on l'oublie. Les gens n'ont pas tous ta gentillesse. Hein. Parce que tu as quand même une gentillesse avérée, reconnue et confirmée. Hein. Je crois que c'est important parce que quand on est bon et qu'on est bien, on doit être responsable. Imaginez si tous les politiciens étaient irresponsables. C'est aussi une petite parenthèse pour dire que
faut pas regarder les autres, il faut pas se dire que eux ils marchent sur les autres pour monter, mais il faut s'imaginer le monde comme on voudrait l'avoir et le créer soi-même. Parce que le hip-hop, c'est vraiment ça. Fais ce que tu penses être le mieux. Ne fais pas juste pour prendre et après partir. Parce qu'en fin de compte, le temps que tu fasses des choses qui ne sont pas vraiment toi, tu te transformes toi-même en ce que tu es pas. C'est beau. Philosophe, poète, danseur. La danse, c'est le rêve, hein, c'est raconter une histoire. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé aussi au niveau du ralenti, ou c'est vraiment toi qui as développé ton style? Il y a des gens qui m'ont aidé au départ parce qu'en fait, on était tous ensemble. En fait, on n'est jamais seul. Ces gens-là, c'est des gens qui aimaient le ralenti, qui travaillaient. Il y avait Vitar, il y avait Langzam, il y avait Boubacha, il y en avait encore d'autres. Hein, il y en a Félix. On a tous mis notre grain, mais on avait tous une spécialité, un style spécifique. Et justement, la différence entre aujourd'hui et avant, c'est que tous, on avait un respect pour le grain et le style de chacun, de tous les autres. Il n'y avait pas de concurrence au Bataclan de ça entre vous? Il y avait une concurrence, mais c'est une concurrence positive. C'est-à-dire, on essaye toujours de faire mieux que l'autre pour essayer d'emmener l'autre à faire mieux. C'était la compétition dans le partage. La courte échelle entre vous. Exactement. D'accord, mais et alors donc tu as vu l'avènement du hip-hop en France, mais tu as vu aussi en même temps le croisement entre le jazz rock et le hip-hop. Exactement. Et en fait, moi, je venais même de la disco et du funk. Parce que moi, j'avais rencontré des familles qui étaient mes voisins à l'époque au Bois-l'Abbé, qui venaient d'un monde un peu plus Caraïbes, Guyane, qui avaient une culture musicale, qui jouaient des instruments, qui faisaient des sports de combat, donc qui faisaient des acrobaties, et qui avaient une souplesse de folie, qui s'entraînaient 20 à 25 heures par jour, par semaine de sport de combat, et le reste du temps, c'était de la danse. Et ils avaient tous les morceaux de funk qui pouvaient exister. Et donc, ils faisaient des fêtes, et moi j'avais 5 ans, 6 ans, j'avais le même âge que leur petit frère, donc ils faisaient des fêtes pour nous, et ils nous passaient de la funk, on était baignés dedans. T'as pas grandi avec la pop française, quoi. Non. Et c'est pour ça que moi j'ai eu beaucoup de mal quand je sortais en boîte, et que je voyais que ça repartait vers la pop, et que la variété était partout. Pour moi, c'était important, cette vibe funk. Et à l'époque, disco, c'était même amusant parce que tu te dépassais, tu jouais des rôles différents, tu dépassais le truc d'être un peu rigide, ouais, mais je suis un mec. Tu dépassais, tu te lâchais, tu laissais. Génération Studio 54. Exactement. Et là, il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de. Et nous, ça nous est venu beaucoup plus tard. Hein. Eux, c'était dans les années 60, 68. Disco 72, 79. Et nous, ça nous est arrivé entre 76, 79 en France, quoi. Mais il y avait très peu de monde. Il y avait Dalida, il y avait pas mal. Sheila, enfin, il y avait des Céron, c'était la star de la disco en France. Oui, mais le truc, c'est que comme danseur, il n'y avait pas beaucoup de gens. Bonnet, en fait, la suite. La France avait copié le style des États-Unis, mais tous les artistes disaient que c'était leur morceau, que c'était leur style, et ils ne laissaient pas ça à la majorité des gens. Donc quand on sortait, on dansait ça, mais il n'y avait pas comme l'engouement du hip-hop, où tout le monde sentait que c'était une énergie pour tout le monde. L'engouement du hip-hop, c'est plus une culture pour les quartiers, pour les, tu vois, le disco, c'est déjà, faut déjà avoir la chance d'aller en boîte. Exactement. C'est quand t'es jeune... Quand tu es jeune ou tu viens d'un quartier, les boîtes ils te laissent même pas rentrer dedans. Rentrer. Parce que déjà, même la disco, moi je voyais un reportage là ce matin qui parlait de la disco. La disco c'était vraiment, fallait avoir le costard, fallait avoir une robe, fallait avoir. Si tu n'avais pas ça, tu rentrais pas dedans, tu rentrais pas en boîte. Donc déjà ça nous. La fièvre quoi. Ouais. C'est la fièvre du samedi soir. Voilà, c'est ça. Et c'était différent. C'était deux mondes parallèles. En fait, le hip-hop s'est développé pour donner une contrepartie pour les gens qui n'avaient pas la possibilité d'avoir la disco quoi. La musique des pauvres, quoi. Exactement. Voilà. Mais c'est des pauvres qui sont envie de devenir riches. Exactement. Parce que l'hip-hop est tellement important. Ils sont partout. Et c'est partout. En fait, c'est passé aussi au niveau de la disco au départ. Au départ, la disco, c'était funk, c'était sale. Mais comme ils les ont fait rentrer dans les boîtes, eux, ils ont commencé à se mettre plus. Et c'est devenu disco, c'est devenu fashion, c'est devenu... Ouais, le hustle style, il y avait tellement de trucs. Et là c'est monté. Le hip-hop, il a fait la même. Il est parti de la rue, tout le monde disait danseur de rue, tu nettoies le sol et tout. Et après, aujourd'hui... C'est tombé. Si t'es pas hip-hop, tu peux même pas faire
une pub. Hein. Non, alors c'est hip-hop, c'est partout. Des fois, je donne des stages, par exemple en Suède, dans des écoles, et je leur dis, je me rappelle quand je mettais une casquette, les gens me regardaient bizarrement. Aujourd'hui, ces mêmes gens qui me regardaient bizarrement, ils achètent une casquette pour leur fils. Et ils la mettent, ils font, waouh, cool. Et eux-mêmes, ils ont peut-être 65 ans, et ben ils mettent des casquettes et ils se baladent dans le magasin. Et je me dis, c'est là où on a gagné. Mais si on ne se rend pas compte qu'on a gagné et qu'on continue et qu'on devient comme eux, alors on leur redonne la victoire encore. Mais toi, tu habites dans les pays nordiques depuis très longtemps. Depuis 24 ans. Moi, je me rappelle parce que je t'ai quand même beaucoup suivi. Et là-bas, tu as carrément des élèves. Je me rappelle, tu étais venu à l'événement de Pascal Blaise, présenter un show avec tes élèves de l'époque. Oui. Je me rappelle. Comment s'appelle la compagnie? C'était Out of Control, puis c'est devenu Big City Brain. Mais ça, c'est super important ce que tu racontes. Parce que moi, j'ai connu Out of Control en 95. Je ne savais pas qui était Out of Control. Je le vois sur avec Sting. Oui, oui. Bon. Sting, en fait, c'est mon partenaire. C'est-à-dire que tous les gens qui sont venus après Sting dans Out of Control, après Sting, Kenneth et Henrik était juste quand moi je suis arrivé à peu près. Et c'était en fait nos élèves. Il n'y en a pas un qui vit en France, là, Wildcat? Oui, c'est Kenneth, Wildcat. Voilà, et en fait, lui fait partie de la première génération de Out of Control. Et il y en a plein d'autres qui étaient de la première génération, qui ont arrêté de danser, qui sont devenus DJ Typhoon. Il y en a qui sont devenus des photographes, des graffitis. Donc en fait, la première génération, c'était un collectif. Et il y en a même qui sont devenus musiciens, chanteurs. Il y en a un qui vit à Londres, qui s'appelle Lucas. Qui a fait des études de juge, de juridique pour la musique. Et en fait, on était une équipe incroyable. Mais toi, comment tu as été accepté là-bas? Moi, j'étais un mythe déjà. Pour eux, là-bas, j'étais un mythe. Et eux, ils étaient un mythe pour l'endroit là-bas. Donc les gens, ils ont essayé de nous connecter. Et c'est un mec avec qui je faisais des spectacles de rue de Hollande qui a réussi à nous mettre ensemble en 92. Et en 92, on a commencé à faire des tournées. On travaillait avec comment s'appelle cette marque? Diesel, mais c'était les créateurs de l'époque. Aujourd'hui, Diesel, c'est une marque super haute, mais ça a été revendu. C'est-à-dire c'est plus la même marque, c'est plus la même créativité. C'est comme on dit, c'était le mythe, et le mythe a été vendu. C'est devenu comme Blablacar. Blablacar, c'était un mythe, c'était quelque chose d'extraordinaire qui a été créé, et après ça a été vendu. Maintenant, c'est la SNCF. Et Diesel d'aujourd'hui, c'est la SNCF. Donc, ils sont plus dans le « je te sponsorise, tu fais 2 acrobaties ». À l'époque, on représentait Diesel. On nous appelait, on disait « il y a une fête en Italie ». On nous payait un billet d'avion, on débarquait en Hollande et on partait en voiture décapotable jusqu'en Italie avec les boss de Diesel. Hôtel, bouffer ensemble. Ils étaient avant-gardistes, quoi, les mecs. Avant-gardistes. Et c'est pour ça que Diesel c'est devenu ce que c'est devenu. Et donc après on a été sponsorisé aussi par Chippy en France. Chippy, putain. Donc on a été... Tu m'as ramené loin là. Il y a beaucoup de choses on a révolutionné. En fait avec le hip-hop on a créé des bases de ce qu'aujourd'hui on parle, le système commercial, vendre, savoir faire vivre aux gens quelque chose tellement fort qu'à la fin les gens ils mettent ça avec l'image de leur produit. Mais alors comment ça se passait? Parce que quand tu parles de Out of Control, tu parles de 2 personnes. Toi, ça c'est sûr. Mais une autre personne aussi, que j'ai affrontée avec Salah, qui est avec ses lunettes. C'est Damon Frost, non? Exactement. Damon Frost. En fait, l'histoire de Damon Frost et de moi, c'est une histoire. Parce que j'ai le même âge. Oui. Je crois qu'il a 2 ans de plus que moi même. Ouais, c'est ça, le même âge. Mais Damon Frost, c'est un magicien. Déjà, les Electric Boogaloo, quand il était petit, il l'appelait l'homme élastique. Parce que lui, c'est un Américain à la base. C'est un Américain à la base. Il vivait là-bas. Mais un Américain de Californie qui est originaire du sud des États-Unis. Et il vient d'une famille qui est un peu cette descendance de la francophonie et qui savait ça et qui était très artistique. Parce que limite haïtien, quoi. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les Cajuns. Les Cajuns. C'est... on les appelait, en fait, la Louisiane, tout ça, il y avait des gens qu'on appelait des créoles. Et c'était en fait tous ces gens-là qui avaient une origine mi-française, mi-latine. Et lui, il savait qu'il avait une origine française et qu'il avait des parents qui parlaient français même. Et il a même été une partie de sa vie dans l'enfance du côté de Bordeaux en France. Et il a vécu là-bas. Moi, je le connais qu'à partir de 97, 98. Ouais. Moi je le connaissais déjà en 84.
Ah ouais. Donc, mais là, on s'est vraiment retrouvés, on a commencé à travailler comme des fous ensemble. Parce qu'en fait, lui, il était un mythe en Suède, et il avait déjà déménagé en Suède, et il travaillait beaucoup avec Steen depuis depuis 81, 82, et en 86, ils sont partis aux États-Unis pour défier tous les gens de New York. Et tu racontes des vraies histoires. Hein. Ouais. Et en fait, à l'époque, on faisait vraiment tout ce qu'on avait envie de faire. Si on avait envie de défier tout le monde, on prenait un billet, on débarquait à New York, on faisait quelques spectacles de rue, on se prenait un appartement et on allait dans toutes les boîtes défier tout le monde. Mais c'est pas un mal de défier les gens, ça fait même partie de la culture hip-hop. Bien sûr. Le hip-hop, c'est le défi. Mais ce qu'il y avait dans le défi, il y avait un partage. Ouais. Le défi, on va dire. Tu défies la personne pour la pousser à aller plus loin. Et pour toi-même te pousser plus loin. En fait, c'est un jeu où par respect, tu te mets en danger. Tu te mets en danger et tu mets l'autre en danger. Et dans ce jeu-là, tout le monde en sort gagnant. Aujourd'hui, dans les battles, les perdants, ils ont l'impression qu'ils ont perdu. Ouais. Donc, ils ont perdu tant qu'ils apprennent rien. Mais en fait, ils apprennent toujours quelque chose. Mais souvent, ils ont tendance à partir de là, aigris et méchants. C'est vrai. Et moi, je fais un battle, si je le perds, je suis content. J'ai été jusque là-bas, j'ai été rencontrer le gars, et le gars, il m'a mis à ma place. C'est bizarre que jamais t'aies été juré au JD, toi. Ouais, c'est quelque chose qui me manque. Parce que tu mérites ta place, t'es là depuis très longtemps. Ta démo de 2005, j'étais là, moi. Mais elle était incroyable. Mais ouais, t'as arrêté le temps, je te le dis. Les gens étaient fascinés, les gens, il n'y a même pas de mots. Mais pour faire ça, il faut aimer ce que tu fais. Il faut oublier tout ce qu'il y a autour et le fait que je vais faire une démonstration. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Quand tu aimes ce que tu fais... Mais toi, on a l'impression que tu aimes deux choses. Quand je te regarde, j'ai l'impression que tu aimes la danse, mais tu aimes aussi l'univers de la rue. Oui. Pour moi, la rue, elle m'a appris à danser parce qu'en fait, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de style parfaitement décomposé et précis. Il y avait des informations à aller chercher et tu les cherchais seul. Et une fois que tu avais découvert tout ce que tu pouvais seul, tu allais voir les autres et dans un défi, dans un échange, tu apprenais. Et tu revenais seul et tu retravaillais. Pour moi, c'est une tradition de travail. La rue, c'est une tradition où tu te mets en danger tout le temps. Quand tu fais un battle, il n'y a que ces 1 minute 30. Enfin, un battle, quoi. Il n'y a que ces 1 minute 30 qui sont enrichissantes. Ouais. Dans la rue, tu peux te faire 8 heures d'enrichissement. Et là, tu es en face des gens, les gens ils te regardent. Les gens, ils ont leur attente de ce que tu vas faire. Et toi, tu dois jouer avec ça. Leur donner quelque chose qui est au niveau de ce qu'ils attendent. Mais en même temps, toi-même, encore découvrir d'autres choses. Et puis, il faut avoir ce truc de la rue. C'est-à-dire que les patrons de la rue, celui qui te met toujours en avant, évidemment, c'est Ikani. Ah oui, Ikani, hein. Ikani, franchement. Déjà, pour moi, Ikani, c'est le numéro 1 dans la street. Mais à chaque fois, il me dit, le numéro 1, Yoal, c'est Fax. Ben, pour moi, j'ai essayé de développer. Parce que moi, je suis resté dans la rue. La différence, c'est que beaucoup de gens qui ont eu la possibilité de s'évader et de rentrer soit dans les battles, soit dans les shows, ne faisaient plus la rue. Moi, quand je partais dans le sud de la France, je faisais mes spectacles, je vendais des spectacles, j'en vendais plein, j'étais bien. Mais à chaque fois que j'avais fini, je repartais dans la rue. Ouais, c'est ton truc, quoi. Pour moi, c'est vraiment... Et tout seul. Tout seul. Et seul, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Ouais, parce que les mecs, ils ont souvent l'habitude aujourd'hui d'avoir un créneau, un lieu, tu vois, un truc bien monté pour aller le faire. Et quand ils sont 4, il en manque un, déjà c'est difficile pour eux, c'est galère. Toi, c'est tout seul à chaque fois. Tout seul. Depuis 38 ans. C'est incroyable. J'ai rencontré les jongleurs, les mimes, les acteurs, les musiciens de rue. Je n'ai connu, je crois que je connaissais plus dans les années 80, presque 90% de tout ce qui se produisait dans la rue, sur toute l'Europe. Putain. Et aujourd'hui, je dois connaître à peu près 60% de ce qui se produit aujourd'hui dans les rues. Que ce soit des nouveaux spectacles, des jeunes, des musiciens, et ça me donne une possibilité que d'autres gens n'ont pas. C'est-à-dire que pour moi, je peux même faire un spectacle même s'il n'y a pas de musique. D'accord. Je peux raconter une histoire même si j'ai rien. Bah, une question, après je te laisse tranquille.
comment t'expliques que la plupart des gens qui font du ralenti, ça je l'ai remarqué il y a longtemps, ils dansent toujours sur la musique de Art of Noise, beatbox. Tin, 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 tin. Pour moi, c'est une musique qui est magnifique et où tu sens pas la rythmique, mais il y a une rythmique. Mais pourquoi tous c'est cette musique-là? Je pense qu'il y a une tradition. Il y a une magie. Il y a une magie dans cette musique-là. Impressionnant. Et je crois que une fois que tu vois une musique qui est vraiment magique, la plupart des gens, ils n'arrivent pas à se détacher de ça. Est-ce que toi aussi tu danses encore là-dessus maintenant, aujourd'hui? Ça m'arrive, ça m'arrive. Mais moi, j'essaye de passer à d'autres choses. Moi, j'ai découvert des Andreas Vollenweider que j'ai mis aussi à disposition de beaucoup de danseurs. J'ai beaucoup utilisé du Vangelis, qui était déjà là avant. Ah, Vangelis. Ouais, Vangelis, bah oui. Il y a beaucoup de musiques qui sont magnifiques, mais elles font plus peur aux gens. Parce que celle que je te dis, c'est genre l'hymne du ralenti. Hein. Ouais. Bah, moi, je le prends comme ça. Moi, j'y connais rien. Pour moi, elle est magique. Elle est vraiment magique. C'est la musique magique. C'est la musique mystique magique. Je crois qu'on a... Moi, j'ai jamais vu d'autres musiques qui ont été faites qui marchent aussi bien. Qui soient aussi magiques et mystiques. Et aussi rythmiques sans avoir de rythme. Elle transporte. Elle transporte. Et pourquoi on t'appelle Fax? Fax, ben ça c'est un secret. Que tu voyages beaucoup? Oui. Je crois que c'est un secret et ça va rester secret. D'accord. Et Fax, P-H-A-X. Exact. D'accord. Avant de terminer, parce qu'on arrive à rester un peu plus longtemps, mais oui, on va devoir quitter les lieux. Est-ce que tu as une actualité prochainement? Est-ce que tu as un rendez-vous? Actualité. Là, je descends dans le sud de la France et je veux changer un peu les choses. Là, t'es où? T'es à Valence, toi? À Valence. Je te suis. Hein. Je veux changer les choses. Je veux que les gens puissent imaginer la danse différemment. Et que les gens commencent à s'ouvrir un peu les uns aux autres. Putain. Parce que... Avec le capitalisme du break et du hip-hop. Oui, mais moi je pense que pour qu'on se fasse plaisir, il faut qu'on reconnecte. J'ai jamais vu un corps où juste la tête se balade et la personne vit. Dans le monde moderne, on déconnecte tout le monde et on essaie toujours d'être une partie qui s'en sort. Tu veux dire à cause des réseaux sociaux, ce genre de choses, les gens ils sont plus la tête sur leur téléphone que dans la vie de tous les jours. Exactement. Et c'est aussi plus facile de prendre un téléphone et d'écrire un mauvais commentaire à une personne que de se dire, je pose le téléphone, je l'appelle, je m'assois à un café et les yeux dans les yeux, je lui dis ces choses-là. Ce que moi j'ai appris de la vie dure des quartiers super durs, c'est que pour être quelqu'un que les gens respectent, il faut que tu sois capable de venir les yeux dans les yeux et dire aux gens, voilà, ça va pas, j'aime pas ce que tu fais là, comme ça. Et c'est une critique. Parce que même dans les moments où on croit savoir les choses, laisse l'autre prendre la parole après ça. Et si la personne se fâche, c'est qu'elle n'est même pas capable de défendre son opinion. C'est que déjà, elle va sur ses grands chevaux pour se battre. C'est pas en se battant. Elle n'est pas ouverte sur le dialogue, en fait. Voilà, le dialogue, c'est le meilleur médicament de tous les mots. Et souvent, on a des mots déjà à l'intérieur de soi-même qu'on ne connaît même pas. Oui, je suis d'accord avec toi de A à Z. Et je crois que c'est important de se dire... On parle toujours d'évolution de l'être humain et j'ai l'impression que l'humain, il se cache. Il n'ose pas vraiment faire une évolution. Internet, ça a aidé beaucoup de gens, quoi, en gros. Ouais. C'est facile de parler mal, surtout. Je vois aujourd'hui, de plus en plus, je vois le dogme, même de la cité, là où les gens, ils parlaient mal pour se cacher. Aujourd'hui, les gens, ils parlent mal pour parler mal. Donc c'est devenu une norme. Je dois dire des mots qui sont horribles. Il y a peu de gens qui ont de la classe. D'accord, je comprends. Essayons d'avoir de la classe. Très bien. Bah, je te remercie. Ce serait beau. Merci en tout cas, je te remercie. T'es un mec en or, frérot. Merci, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir que tu sois là. Et je voudrais dire merci pour ce que tu fais. J'essaye. Ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui essayent de faire quelque chose pour la culture. Et mais je t'ai couru derrière longtemps. Ouais. Parce que... Je suis difficile à joindre. J'ai des amis des fois qui me disent bah ouais, bah là ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Et avant on m'appelait le fantôme. Je voulais juste parler d'une anecdote un peu spéciale. Vas-y. L'inverse de l'internet, c'est une chose que moi j'ai testée quand j'étais petit. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de portable. Et je disais aux gens, moi maintenant je te connais, t'es mon pote. Demain on a rendez-vous à 2 h, je te trouve. Essayez ce jeu-là. Il est pratiquement impossible. C'était ma marque. Le fax, c'était ça. T'arrives à retrouver des gens. Je connais les gens
Ah et ouais. je sais où les trouver, à quel moment dans la journée. Je savais comment ils pensaient. Dimanche, 5h, il va aller au cinéma. J'allais, je le trouvais au café à côté du cinéma. Je m'asseyais, je dis, bah, il est 5h, on a rendez-vous. Donc le jour où tu as un souci avec quelqu'un, tu vas le retrouver. Ouais. C'est pour ça que quand on vous dit que les gens à l'époque, ils n'avaient pas de téléphone portable, mais ils avaient un feeling qui aujourd'hui, qui a disparu. Ah, aujourd'hui, Ils nous ton donnent téléphone, t'as à poil. Ouais. Et en plus, c'est marrant, c'est qu'avec le téléphone, tu as l'impression que tu peux retrouver les gens. Mais la réalité, c'est qu'en fait, tu es prisonnier d'un élément qui dit à tout le monde où tu es 24 heures sur 24. Mais complètement. Donc tu n'as plus T'es de fliqué liberté. de A à Z. Tu plus de liberté. T'es géolocalisé, que tu veuilles ou non. Bon, en tout cas, bah, je te remercie, Pax. Hein. Ben, c'était un plaisir. Et une dernière question, et je te laisse tranquille. Est-ce que tu penses qu'il y a une nouvelle génération du ralenti qui existe toujours ou elle est plus présente peut-être là où tu es dans les pays nordiques? Je crois que le ralenti lui-même, c'est une des touches de l'animation. D'accord. Et je crois qu'aujourd'hui, l'animation, elle commence à reprendre du poil de la bête. Donc, grâce à ça, le ralenti va reprendre de l'espace. Mais le ralenti, il est assez violent, il est très difficile. Ah bah, Donc, vu ton niveau, c'est sûr. donc il y a de l'espoir. Et il y a une nouvelle génération qui a plus faim, qui a vraiment envie de faire des choses magiques. Donc, laissons la magie reprendre son espace. Et toi, dans les pays nordiques, on t'appelle Fax ou t'as un autre nom? Parce qu'en France, tu peux être le fantôme, tu peux être Fax, mais est-ce que là-bas, t'as l'autre nom? Non, là-bas, c'est juste Fax. Et ils savent que Fax, il apparaît que quand il veut. Ok, d'accord. C'est impossible de savoir s'il va être là. Sauf s'il a dit qu'il sera là au spectacle. C'est tout. D'accord. Professionnel, toujours. Je Mais doute. le reste, on n'est pas obligé. On D'accord. fait exactement ce qu'on veut. C'est ça le hip-hop aussi. Ok, je te remercie. Peace. Merci. Ciao.